Bonjour, Chantal Côté. Bonjour. Qui écrit souvent sur les comportements humains, les vies de couple et le livre dont on va parler, Une seconde chance. Il suffit d'une seconde. Il suffit d'une seconde chance. Merci beaucoup. Je me suis laissée vraiment embarquer dans l'histoire, Chantal Côté. Tout d'abord, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, contente d'être au Salon du Livre. Oui. Vous le manquez pas depuis combien d'années, là, Chantal? Ça fait comment? Ça fait... Depuis le premier, là, depuis 2006 à peu près. Là. Depuis 2006. Ouais. Alors, dans cette histoire-là, on retrouve évidemment des personnages, un couple qui vit un terrible accident et le couple devient carrément dans une situation extrêmement difficile. Donc, Oui. un des deux devient paraplégique. Oui. Quadraplégique même. Tétraplégique. Tétraplégique. Oui, oui. Oui, bien, en fait, c'est le mari qui devient tétraplégique et ça a été très difficile à écrire. C'est vrai? Oui, oui, très difficile parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout parce que moi, je connais une jeune fille qui est tétraplégique, mais je veux dire, Stéphanie ne parle pas. Alors, mais lui... Vous n'avez pas pu, évidemment, lui poser des questions. Non. Puis l'éditeur tenait beaucoup à ce que je fasse parler François, Le personnage. le personnage. Et ça a été... j'ai paniqué au début parce que je ne savais pas du tout, là. Il fallait que je pénètre dans cet univers-là, mais vraiment, là, sans parachute, là, c'était... c'est comme je dis tout le temps, on peut parler de je sais pas moi, d'adultère, de séparation, de rejet, même si on les a pas vécus, parce on en entend parler dans les médias, ne serait-ce qu'une amie qui se confie à nous. Mais parler de quelqu'un de tétraplégique qui a des sentiments, qui a de la colère, qui a... ça m'a pris 4 versions avant de réussir. Là. Je me suis découragée à plusieurs reprises. C'est vrai? C'est vrai. Ça a été vraiment difficile. Contrairement aux autres livres, là, celui-là était plus difficile. Oui. Vraiment, là... Parce que, bon, vous avez parlé du bonheur, vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de différents sujets, de penser que ça ne pourra plus jamais arriver, mais finalement, il y avait toujours du positif. Bien, il y en a aussi du positif, là, Oui. parce qu'on finit par s'en sortir, même si c'est extrêmement difficile pendant plusieurs pages. Oui. Il suffit d'une seconde, nous amène aussi ailleurs que dans chaque moment, on peut s'en sortir. Oui. Chaque moment difficile peut avoir du beau quand même. Bien, à côté de François, qui est tétraplégique, il y a sa femme, Marianne, qu'elle aussi, il fallait que j'aille chercher les sentiments qu'une femme peut vivre dans une situation comme ça, parce qu'elle l'aime, son mari, elle ne cesse pas de l'aimer parce que... Mais elle a des besoins. Au fil des années, elle a des besoins physiques et moraux aussi. Là. De tendresse, oui, c'est ça. d'amour. Et il est très exigeant envers sa femme. Hein? Très, très, très exigeant. Bien, c'est un homme au caractère fort. Et c'est sûr qu'elle, elle se rend compte finalement que... elle s'est oubliée lorsqu'il est devenu tétraplégique pour s'occuper de lui, mais elle se rend compte au fil du temps qu'elle s'était oubliée depuis le mariage, finalement. C'est une prise de conscience de longue haleine, là. Parce que c'est ça. Étant donné que lui, avec un caractère fort, lui, il venait d'une famille très fortunée, tandis qu'elle, elle venait d'une famille dysfonctionnelle. Alors, elle s'est toujours sentie un peu inférieure et elle devait se battre, mais finalement, c'est ça. Elle fait plein de prises de conscience, puis c'est très difficile. Ça a été très difficile aussi d'aller chercher ces émotions-là de ce côté-là aussi, là. Le plaisir de l'écriture, pour vous, Chantal Côté, remonte également il y a plusieurs années, là, parce que c'est le combienième que vous écrivez aux éditions JCA? Le 6e. C'est le 6e. Alors, c'est continuellement en gestation dans votre tête, là. Il y a toujours des histoires qui apparaissent, là. Sans arrêt. C'est vrai? Je vis pas dans la réalité. On dirait que je vis plus dans les histoires. Oui, dans mes histoires. Mais non, c'est pas vrai. Là, je vis dans la réalité aussi. Mais c'est sans arrêt. C'est sûr que ça. Je me réveille la nuit, puis je pense à des scènes, à des choses. J'ai toujours quelque chose en cours de toute façon. Puis c'est vraiment une passion. Et Chantal Côté, je pense que les lecteurs attendent vos livres.
Ben, j'espère. Oui, mais c'est vrai, c'est que vous avez, je ne sais pas moi, cette façon d'écrire où est-ce que les gens ont... Tu sais, les livres un peu qu'on on dit des feel-good movies, là, des films qu'on ressort, on est content, on est agréable. Mais c'est un peu ça aussi, où on s'en sort toujours avec un beau sourire dans vos livres, où il y a du positif malgré tout. Est-ce que vous êtes une femme profondément positive, Chantal Côté, dans la vie, vous? Ben, je pense que oui. Il me semble, en tout cas. Mais c'est sûr que c'est des livres aussi, je pense que il y a des gens qui peuvent Se retrouver. se retrouver là-dedans. Là. Tu sais, quand je parle de deuil, D'amour, ou tu sais, d'adultère dans un aller sans retour, c'était plus basé sur l'adultère. Ben c'est quelque chose quand même. D'ailleurs, j'ai une amie qui a pas été capable de le finir de le lire parce que ça lui est arrivé. Puis elle se retrouvait dans le livre. elle se retrouvait dans le livre. Puis alors, je pense qu'il y a ça aussi là. Moi, j'aime travailler sur le côté psychologique beaucoup. Oui. Est-ce que vous écoutez beaucoup les histoires? Je sais pas, moi, si vous allez au restaurant, est-ce que vous écoutez ce qui se passe à la table d'à côté? Non. Non, ben là, je voudrais pas qu'il y en ait qui pensent que j'espionne. Non, mais on s'inspire de la vie des gens autour. Mais j'écoute beaucoup. Moi, je Oui. travaillais à l'université. Fait que c'est sûr, à l'université, c'est un monde... Il y a énormément de monde, hein, autant d'étudiants que d'employés. Alors, c'est sûr qu'on entend parler tu sais, de plein de choses. Puis moi, ben... On enregistre. Oui, Il y a une oui, enregistreuse ici. Ça là. s'enregistre, puis après ça, je prends les notes, puis c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir si, j'imagine que oui, Chantal Côté a d'autres histoires dans ses tiroirs, là. Ça, c'est Oui. certain, là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous inspirent, sur lesquels vous aimeriez travailler, par exemple, que je ne sais pas moi, des thèmes abordés qui vous intéressent depuis longtemps? Vous vous dites, faudrait bien que j'aborde ça. Bien, en fait, je suis en train de travailler sur une série. Je l'ai commencé, ça fait 3 ou 4 ans. Je ne peux pas y travailler autant que je veux parce que j'ai des corrections à faire sur ceux qui sortent. Mais c'est une série sur... en fait, ça s'appelle Souvenirs de l'enfance. Puis c'est vraiment sur des enfances défavorisées, des enfances qui ont vécu des choses difficiles. Des moments atypiques. Là. Oui. C'est vraiment des gens, des jeunes qui ont vécu dans la rue, qui ont fait plusieurs familles d'accueil. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Est-ce que vous avez à rencontrer des gens? Est-ce que vous avez des témoignages ou c'est vraiment encore là inspiré de ce que vous avez, je ne sais pas moi, vécu? En fait, c'est drôle parce que là, il y en a 3 de terminés. J'en suis au 4e. Puis cet été, j'ai fait une rencontre. Parce que les autres, les 3 premiers, j'avais pas vraiment rencontré de gens. Mais cet été, je me suis fait une amie. Puis elle s'est mise à me raconter son enfance, puis vraiment une enfance difficile, là, famille d'accueil, etc. Et je trouvais que ça s'insérait bien dans ma série que je suis en train de faire. Et je vais travailler avec elle. Ah oui? Oui, je vais l'insérer. Puis elle est emballée vraiment beaucoup. Parce qu'à côté, d'un sens, ça va lui faire du bien, elle aussi, tu sais, d'exorciser ses démons. Puis on va travailler ensemble. On va travailler ensemble là, quand je vais être rendue à... Je sais comment je vais l'insérer. Ça ne sera pas tout de suite, là, mais là, elle est en train d'écrire les faits marquants de ça. Puis après ça, on va se rencontrer, puis on va travailler. Puis ça va être la première fois que je vais vivre quelque chose comme ça. Puis j'ai bien hâte. C'est ça. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être vous amener ailleurs aussi. Oui. Mais là, ça va être dans le 5e tome, puis là, le 4e est juste commencé. Mais là, ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai hâte. Là, il va falloir que je clenche le 4e pour arriver là. Mais j'ai vraiment hâte de travailler de cette façon-là. Ça va être la première fois. D'avoir des personnages qui habitent comme ça dans votre univers, c'est agréable de les avoir avec vous. J'imagine que tous ces personnages de ces 6 livres sont presque réels. Hein? Oui.
Oui, vraiment. Des fois, je pense à eux, là, puis j'y pense comme si, là... C'est un humain. Oui, qui était à côté de moi, qui était assis à côté de moi, puis c'est vraiment curieux. Moi, je dis tout le temps que les personnages, ils prennent leur vie propre à un moment donné. C'est eux qui vont... tu sais, prendre le crayon des fois, puis des fois, je veux écrire des choses d'une façon, puis finalement, c'est pas comme ça que ça sort. On dirait que c'est eux qui prennent le contrôle, là, puis qui m'amènent... c'est vraiment curieux. Est-ce que vous rêviez d'être auteur, vous, Chantal Côté? Est-ce que vous avez toujours rêvé à ça? Moi, j'ai rêvé à ça depuis que je suis tout petite. J'écrivais des petits poèmes, des petites histoires, puis j'ai une sœur qui est plus jeune que moi de 5 ans. Puis quand je lui ai dit à mon premier livre que je réalisais le rêve de ma vie, sans lui dire c'était quoi, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit « Tu as écrit un livre. » Puis là, j'ai dit « Comment ça fait que tu le sais? » Bien, elle dit, t'oublies que c'est moi qui lisais tes petites histoires quand tu étais jeune. Alors, moi, c'est vraiment depuis très longtemps. Donc, des petits livres, des petits cahiers, est-ce que vous les avez gardés? Non, malheureusement. Non, malheureusement, non. J'imagine que ça aurait été un beau souvenir à garder, oui, ça. Oui, je regrette un peu, mais quand maman est décédée puis qu'on a vidé la maison, ça a été... tu sais, il y avait énormément, beaucoup de choses là, à vider. Garder. Puis j'ai l'impression que, tu sais, que ça a passé dans le lot, là. Puis, en tout cas... C'est pas grave. Parce que de lire, de se relire à l'âge que vous avez, de voir comment vous étiez attiré par ça enfant, c'est quand même impressionnant de voir que des fois, c'est là depuis tellement longtemps. Oui. Ah oui. Chantal Côté, alors c'est 6 livres, Un aller sans retour, bon, qui aborde évidemment, bon, on le disait tout à l'heure, l'adultère. Il y a également Il suffit d'une seconde, où là, un accident, puis la vie change complètement. La vie change complètement. Je tiens à préciser aussi que j'en ai 4 qui ont été sélectionnés par France Loisirs sur les 6. Ah oui? Oui. Hey, bravo. Oui. Ça, je suis très fière de ça. Oui. Lesquels? Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Quand le bonheur s'en mêle, le premier. En fait, c'est... les 4 premiers? Non, pas vraiment les 4 premiers. Il y a Quand le bonheur s'en mêle, Doublement infidèle, Hier et aujourd'hui. Billy n'a pas été encore sélectionné, mais... Un aller sans retour, oui. Est sélectionné, puis probablement, il suffit d'une seconde. Va l'être aussi. J'espère. Chantal Côté, merci beaucoup de nous avoir parlé. Et pour le prochain, on ne sait pas encore quand? Non, on ne sait pas encore quand. Il n'y a pas de presse? Non, c'est ça. On prend des pauses de temps en temps. Bon, bien, c'est bien. Profitez du salon. Oui, vous allez être au kiosque. Les gens veulent vous rencontrer, faire signer vos livres. Vous allez être là, disponible aussi. D'accord, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors, bonjour et bienvenue à cette entrevue qui sera sûrement une entrevue très émotive, qui va aller chercher votre cœur et qui va probablement vous ramener à quelqu'un que vous connaissez ou à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est arrivé. C'est quelque chose de... C'est un sujet délicat un petit peu, mais de moins en moins. Grâce à des auteurs comme celle que je vous présente aujourd'hui, Madame Marie Gendron, bonjour. Bonjour. Marie, j'ai eu la permission de vous appeler Marie. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. Un livre comme celui-là peut laisser présager des jours peut-être qui ont été sombres autour de vous, votre mère, je crois. Partons au début de l'histoire pour le mystère de l'Alzheimer. Oh mon Dieu, c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire ça court. On a tout notre temps, Marie. On a 10 minutes. On en a 15. On en a 15. D'accord. Alors, cette histoire d'amour, j'ose l'appeler histoire d'amour avec les gens atteints d'Alzheimer. Oui. Ça a commencé au centre d'accueil Georges Hébert à Arvida en 1980. Dont vous êtes fondatrice. Non, moi, j'étais la directrice des soins à Georges Hébert. Alors, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les gens qui avaient des troubles cognitifs. Et l'aventure a continué. À ce moment-là, je travaillais en recherche aussi en étant directrice pour le projet IMAGE. C'était Investigation de la maladie Alzheimer par la génétique et l'épidémiologie. Oui. Alors, après, je suis allée travailler en recherche à l'Institut de gériatrie, où j'ai aussi vécu avec des gens atteints au Nouveau-Brunswick. Puis, finalement, j'ai créé Baluchon Alzheimer en 1997. Oh, je vous arrête pour vous dire, vous irez chercher le livre, c'est un petit bijou, et vous allez probablement faire comme moi et courir les baluchons.
je courais les baluchons à l'intérieur du livre parce que c'était l'équipe de baluchonnage, je crois, qui écrivait des petits bouts d'histoire avec des gens atteints de la maladie. Je vous ai coupé, il fallait que je le fasse. Retournez-y. En fait, il faut que j'explique que Baluchon Alzheimer, le but, on avait 2 buts essentiellement. Le premier but, c'était de donner du répit à l'aidant familial pour lui permettre d'aller à l'extérieur de la maison pendant 1 semaine à 15 jours. Parce que si l'aidant reste à la maison avec la baluchonneuse, il a fallu inventer des nouveaux mots, étant donné que c'est un nouveau service. On s'appelait des baluchonneuses. C'est joli. Alors, l'aidant part au bout de 24 heures. On reste 24 heures avec l'aidant et l'aidé. Après 24 heures, l'aidant part. Le deuxième but de Baluchon, c'est vraiment d'aider l'aidant via un journal d'accompagnement. Oui. Avant le début du baluchonnage, on discutait avec l'aidant quelles étaient ses difficultés. Par exemple, un monsieur pouvait dire « Moi, ce que je trouve difficile, c'est que ma femme se lève toujours pour aller laver la vaisselle pendant qu'on mange ensemble et ça, je suis plus capable de l'endurer. Okay. » Alors, je comprends qu'il y avait de la difficulté à asseoir sa femme dos au comptoir. Bref, pendant le baluchonnage, on essaie de voir quelle stratégie on peut suggérer à l'aidant pour que ce soit un petit peu moins difficile. Et chaque baluchonneuse a un ordinateur portable. Et chaque jour, elle raconte à l'aidant ce qu'elle a fait avec son proche, les stratégies qui ont fonctionné, etc. Alors, on remet le journal d'accompagnement à l'aidant à son retour. Et c'est ça qu'on retrouve, des petits extraits. Oui, c'est-à-dire que dans le livre, quand vous voyez un petit baluchon, ça veut dire que ce sont des exemples tirés des journaux d'accompagnement des baluchonneuses. Il y a vraiment des choses attachantes à l'intérieur de ça. Il y a des gens atteints de la maladie extrêmement attachants aussi, qui sont conscients d'être malades, mais qui le prennent parfois avec un brin d'humour. À vous de me dire si c'est conscient ou inconscient, mais parfois, vous aviez des baluchonneuses qui avaient le sourire. Parce que je me souviens d'une qui disait lave ma tête, vas-y fort. Le dedans est fragile, mais la tête à l'extérieur est solide. Oui, en fait, moi, j'ai baluchonné 3 ans toute seule au début. Là, j'étais toute seule de baluchonneuse. Puis après, j'ai baluchonné pendant plusieurs années. Et quand je pense à ces années-là, j'ai aucun sentiment de tristesse. OK. Au contraire, j'ai le sentiment d'avoir créé des relations significatives avec des gens qu'on dit parfois perdus. Oui. Mais ils ne sont pas si perdus qu'on pense. Non, j'allais venir à ça aussi. Je répète souvent que le cœur ne souffre pas d'Alzheimer. C'est vrai. Alors, il faut que le cœur prenne le relais du cerveau. Alors, comme baluchonneuse, notre défi, c'était d'entrer en vraie relation avec la personne. L'émotion, les émotions, le cœur. Toujours au niveau des émotions, parce que la raison fonctionne plus ou moins bien à un certain moment donné. Alors, c'est ça le merveilleux défi, c'est de créer la relation malgré les problèmes cognitifs. Parce que dans votre livre, on parle de sénilité, on parle de démence, de désordre neurocognitif et d'Alzheimer. C'est à quelque part, il y a une connexion qui se fait, mais il y a une différence qui doit se faire aussi. Oui. Mais moi, j'utilise jamais le mot démence. On en parle dans le livre. C'est-à-dire que c'est un diagnostic médical, mais c'est un diagnostic que je trouve affreux. Le terme est affreux. Alors, on ne l'utilise jamais avec les familles, mais il fait partie de la liste des diagnostics. Oui, c'est ça. Alors, puis la sénilité, on entend plus ou moins, à peu près jamais maintenant. C'est un diagnostic qu'on disait autrefois, mais c'est trop vague, la sénilité. Alors, de plus en plus, les diagnostics sont précis. Plus précis. Même, il y a certaines pages où on voit le cerveau parce que médicalement, vous êtes très bien appuyé pour avoir fait ce livre aussi. Lorsqu'on lit le livre des neurologues, des neurochirurgiens, plusieurs avis médicaux à l'intérieur aussi, sur lesquels on peut se référer et s'appuyer. Oui, en fait, le livre se divise en 3 parties. La première partie, ce sont mes réflexions après tant d'années à côtoyer les gens atteints. La deuxième partie, ce sont des questions et réponses avec un neurologue de Québec, Rémi Bouchard, qui est neurologue à l'Enfant Jésus. Et ensuite, ce sont des questions et réponses pour aider les aidants dans la vie quotidienne, comment communiquer, quelles sont les difficultés. Et finalement, la dernière partie, ce sont des histoires que j'ai vécues avec les gens atteints, dont maman, dont vous parliez tantôt. Oui. Mais ce n'était pas prévu dans mon chemin, ça. Maman est devenue atteinte. J'étais déjà à Baluchon depuis quelques années. Ça vous a fait quoi, ça?
Est-ce qu'à quelque part, vous avez eu l'impression que ça appuyait ce travail que vous faisiez, ou une coïncidence, un hasard, ou une tuile? Ou... Non, ça n'a pas été une tuile, ça n'a pas été un cadeau, mais en fait, ça n'a pas été un cadeau, mais ça a créé une nouvelle relation avec maman. OK. Parce que c'était une femme qui était un petit peu sévère là, à cause de son éducation. Puis, avec la maladie d'Alzheimer, je dirais pas les bonnes manières. Elle a gardé tout le temps ses bonnes manières, mais les certaines idées un peu rigides qu'elle avait eues dans son éducation ont complètement sauté. OK. Donc, j'ai eu une mère d'une tendresse extraordinaire à la fin de sa vie. Alors, j'ai découvert une nouvelle personne. C'est quand même merveilleux. Oui, ça a été finalement une espèce de cadeau, j'ose dire, oui. Bon, alors, laissons aller la tuile. Allons-y pour le cadeau plutôt. Parce que vous êtes de la région, Marie. Oui, je suis née à Chicoutimi. De la région. Il y a 70 ans maintenant. Je lui en aurais donné 53 sérieux. Mon père travaillait à Alma, mais il n'y avait pas d'hôpital à Alma à ce moment-là. Donc, Je suis née à Chicoutimi. OK. Alors... Vous avez été élevée ici d'une maman stricte, sévère et très saguenayenne? Non. J'ai été élevée plus à Drummondville parce qu'à un moment donné, on a déménagé à Drummondville et je suis revenue après dans la région. OK. Alors, vous vous occupiez de votre maman qui était toujours à l'extérieur de la région? Elle était à Drummondville, mais à un moment donné, c'était plus possible de garder à domicile. Donc, moi, à ce moment-là, je travaillais à l'Institut de gériatrie à Montréal. Oui. Donc, elle a été hébergée à l'Institut de gériatrie. Vous avez une maîtrise en sciences infirmières? En sciences infirmières, puis après, j'ai fait un doctorat en gérontologie. Oui, il y a de la mouche. Si elle pouvait nous oublier, ça ferait bien, celle-là. Dites-moi, statistiquement parlant, on va y aller dans le côté statistique du livre. Est-ce que ça a été prouvé qu'il y avait eu un fort pourcentage génétique pour la maladie, ou c'est encore ambigu à ce niveau-là? Bon, en fait, il y a deux formes de maladie d'Alzheimer. Il y a la forme génétique, qui est la plus rare, entre 5 à 10 OK. Et la forme sporadique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a quelqu'un dans la famille qui est atteint, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, la majorité des cas d'Alzheimer, ce sont la forme sporadique. Sporadique. Oui. Et vous parliez d'émotions. Il y a comme inhibition de la sévérité, du caractère plus agressif. Donc, quel lobe du cerveau ça va toucher? Ah, mon Dieu, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais il me semble qu'à un moment donné, vous en glissez un mot. Mais je voudrais revenir sur le mot agressif. Je suis un peu allergique à ça parce que je trouve que souvent, on véhicule le fait que les gens d'Alzheimer sont agressifs, alors que c'est pas vrai. Non, c'est le contraire que je voulais dire. Ah, les gens avec un caractère plutôt prime-agressif et prompt, ça endort, la maladie endort un petit peu ce côté-là. C'est ce que je voulais dire. OK. Bien, je vais vous citer une phrase de Michael Ignatieff qui s'était présenté au Parti libéral. Sa mère était atteinte. Puis, il disait 95 de la personnalité de ma mère était atteinte, mais le 5 qui restait, c'était 100 ma mère. Ah, c'est joli. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les traits fondamentaux restent là. Okay. Je prends l'exemple de maman. Là, pour elle, le langage, ça a toujours été très, très important. Demeuré. Et c'est demeuré jusqu'à la fin. Sauf que le côté plus sévère, plus... Ça a tombé. Oui. Il s'est adouci. Oui, elle a pu... c'est comme il y avait un bourgeon d'elle qui n'avait jamais éclos, puis là, ça a permis... ça a fait éclore une fleur. Oui, ça a fait éclore une tendresse. Il n'y a pas juste des côtés négatifs. Est-ce que c'est votre premier salon, Marie? Non, ici. Premier salon du livre. Je suis venue comme cliente. OK, mais jamais comme auteur. Non, jamais comme auteur. Première fois comme auteur. Alors, vous avez vu les deux côtés de la médaille. Oui. Parlez-moi du côté comme auteur. Vous êtes invité ici comme auteur. Vos impressions, parce que ça fait quelques heures que le salon est en branle. Moi, je suis arrivée, ça fait une demi-heure. Quelles sont vos impressions après 30 minutes, Marie? Bien, moi, je suis contente. Je trouve que des livres à satiété, alors j'ai hâte de faire le tour. Oui. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont marqué lorsque vous étiez plus jeune? Le coup de cœur pour écrire, Marie. L'inspiration, j'ai une bonne idée, je vous le laisse dire. Ah, ben, en fait, ce livre-là est le sous-produit, je dirais, d'un livre que j'avais publié en 85 ou 86 à Libre Expression qui s'appelait Questions et réponses pour la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et le hasard a fait que j'ai rencontré des gens des Éditions de l'Homme qui m'ont demandé si je voulais le rééditer.
Alors, j'aurais dit d'accord, mais je veux augmenter, je veux élargir le propos pour pas que ce soit seulement questions et réponses. Alors, c'est comme ça que le livre a abouti en 2008. Puis, on m'a demandé de le revisiter, comme disent les auteurs, pour cette année. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que sur ce livre-là, il n'y a pas votre photo, jolie dame, mais que sur la copie que moi j'ai reçue, on voit votre beau visage. C'est la raison pour laquelle il a été revisité, réédité. Dites-moi, Marie, à quel kiosque on peut aller vous voir, vous Aux parler? Éditions de l'Homme. Avez-vous le numéro du kiosque? Je pense que c'est 45, mais je ne suis pas... 45? Oui, OK. d'accord. Aux Éditions de l'Homme, oui. On voit le charmant monsieur des Éditions de l'Homme qui me fait « Oui, c'est ici. 45, vous êtes là tout le week-end. » J'imagine jusqu'à dimanche, à la fermeture. Promis, un promis. petit peu avant la fermeture, parce que je vais à l'Orchestre symphonique dimanche après-midi. Ah, ça fait du bien, ça, hein, aux oreilles. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens, depuis l'apparition de votre livre, même avant celui-ci qui a été revisité, revampé, des gens qui vous posent beaucoup de questions? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qu'il y a dans votre livre? Ou si les gens vous arrêtent et vous posent des questions plus précises, peut-être pas médicalement, mais vous avez été aidante, naturelle avec votre maman. Oui. Des questions qui vous ont surprise ou des questions qui reviennent plus particulièrement? En fait, la toute première version questions et réponses sur la maladie d'Alzheimer, c'était venu à la suite des conférences qu'on donnait quand je travaillais pour le projet Image. C'était toujours les mêmes questions qui revenaient à la fin des conférences. Alors, c'est comme ça que la première mouture questions et réponses a vu le jour en 85. OK. Qu'est-ce qui s'en vient côté écriture pour Marie? Ah, t'as secret. Ah non! Chuchotez-le. Un secret. OK. C'est pas le secret que je voulais que vous me chuchotiez. C'était le... Mais il va y avoir autre chose. Peut-être. Peut-être. Il va sûrement y avoir autre chose. Insistez pas. Je vais insister, Marie. Il me reste 30 secondes pour insister. En tout cas, on croise nos doigts pour que Marie Gendron soit à nouveau sur ses pages et sur ses belles lignes. Merci beaucoup à vous, Marie Gendron. Applaudissez-la très fort, s'il vous plaît. Madame Marie Gendron, auteure, et beaucoup plus qu'auteure. Merci.